globalement, ton seul diplôme, c'était prof de sport, tu as toujours aimé entraîner, tu es toujours intéressé à ça. En tant qu'athlète, tu cherches toujours des manières de faire mieux, différent ou plus efficace. Bon, ben, tu vas relancer une chaîne YouTube, tu vas créer du contenu, tu vas aller démarcher les marques avec ça pour créer du contenu et tu vas lancer une offre de coaching. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison d'Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 155 sur l'aventure à l'état pur avec Richard Delhomme de Spotzol. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha que j'utilise pour mes deux balados. En fait, pourquoi j'utilise Ocha, c'est que contrairement aux autres hébergeurs, ce n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de bâtir votre propre liste de courriels, de créer des clips audio avec transcription et de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelabel.com/Ocha, A-U-S-H-A. J'ai eu le plaisir de discuter lors de cette émission avec Richard Delhomme, fondateur de Spotzol, qui avait été mon invité à l'épisode 76, publié en août 2020. Depuis ce temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Spotzol a changé son image de marque, revampé son site web, créé davantage de vidéos et bien plus encore. Bien évidemment, l'invité du jour a également réalisé de beaux défis sportifs personnels. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Richard Delhomme de Spotzol. Salut Richard, comment ça va? Ça va super bien, Amélie. Très heureuse de t'accueillir pour une deuxième fois. Donc, je l'avais mentionné en introduction, mais je t'avais reçu à l'épisode 76. Donc, c'était à la fin août 2020, donc quand même plus d'un an et demi. Donc, des choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Justement, qu'est-ce qui a évolué chez Spotzol depuis un an et demi? Parce que là, on a vu justement la chaîne YouTube prendre de l'ampleur. Tu as continué de faire beaucoup de podcasts. J'ai l'impression que, je sais, dans mes souvenirs, vous aviez un nouveau site web aussi, un nouveau logo. Je m'en souviens pas si ça ressemblait déjà à ça, mais il me semble que j'ai vu beaucoup de nouveautés, du coaching également. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de tout ça? Alors, tu parles d'évolution. En fait, je suis pas sûr que ce soit une évolution. Je pense que c'est plutôt une révolution qui s'est passée parce que quand on s'est parlé il y a un an et demi, déjà, j'ai l'impression que c'était la semaine dernière à peu près. Et à ce moment-là, Spotzol aurait dû ressembler à une plateforme de géolocalisation de spots où aller rouler. Donc, histoire de replacer dans le contexte, initialement, c'était une plateforme destinée aux vélos d'aventure, aux vélos longue distance, très longue distance, voyage, etc. Donc, nous, on appelle ça gravel, mais bon, aussi en Europe, aux États-Unis, évidemment, au Canada. Vous appelez ça plutôt gravel ou garnotte. Chacun ses petites ou gravier tout simplement, ça marche aussi très très bien, et ou plus généralement bikepacking, donc qui est vraiment du vélo voyage avec une petite dominante légèreté et vitesse comparativement à du voyage pur et dur ou ce qu'on appelait avant du cyclotourisme, qui était vraiment basé sur absolument pas sur la vitesse et absolument pas sur le poids du matériel. Nous maintenant, on va essayer d'avoir à la fois un vélo léger et d'aller le plus vite possible, entre guillemets, en tout cas de s'arrêter le moins possible. Et du coup, à ce moment-là, c'était une plateforme de géolocalisation de spots, de partage de traces et également de récits. Entre-temps, la personne avec qui je travaillais à ce moment-là, on est resté en très bons termes. Donc ça veut dire qu'on s'est séparés. On en rigole toujours, et on est arrivé à la conclusion qu'on avait tous les deux envie de faire quelque chose, mais qu'on pouvait pas le faire ensemble. Donc Vincent, du jour au lendemain, a un petit peu pété un câble, si on peut dire. Et moi, j'ai été obligé de réorienter Spotzol instantanément. Donc, je me suis assis sur la plateforme de géolocalisation. Dans la foulée, j'ai lancé une newsletter. J'ai maintenu le podcast.
Et j'ai continué à tourner, chercher, fouiller un petit peu, un instant, ce que je pouvais faire avec tout ça. Et finalement, la solution est apparue au printemps dernier, vers mars-avril. Et j'ai eu une révélation, figure-toi, Amélie. J'ai eu une révélation. Un petit peu comme si j'étais allé à Lourdes ou quelque chose comme ça, mais en fait en beaucoup moins spectaculaire. C'est que je me suis rendu compte que je me focalisais, figure-toi, sur mes points faibles, au lieu de me focaliser sur mes points forts. Genre Et révélation. putain, alors j'ai un scoop, amis entrepreneurs de n'importe où que vous soyez, misez, misez sur vos points forts au lieu de miser sur ce que vous ne savez pas faire ou sur ce que vous êtes mauvais. Ouais, je sais, c'est un scoop. Il m'a fallu pratiquement 2 ans pour réaliser ça, donc voilà, ça me classe pas vraiment dans le top niveau des entrepreneurs, mais c'est ainsi. Et je me suis dit, mon petit Richard, tu fais de la vidéo depuis 10 ans. Tu donnes des cours en école de journalisme depuis de nombreuses années. Tu as voyagé à travers le monde avec ça. Ton premier diplôme, et d'ailleurs, globalement, ton seul diplôme, c'était prof de sport. Tu as toujours aimé entraîner. Tu es toujours intéressé à ça. En tant qu'athlète, tu cherches toujours des manières de faire mieux, différent ou plus efficace. Bon, ben, tu vas relancer une chaîne YouTube, tu vas créer du contenu, tu vas aller démarcher les marques avec ça pour créer du contenu et tu vas lancer une offre de coaching. Dans la foulée. Wow. Pas juste ça, là. Voilà, rien que ça, tu vois. Et après, j'irai sauver le Moyen-Orient et puis voilà, tranquille. Mais là, je me rends compte que c'est une blague pour les Français, donc je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de problème. Dans la foulée, j'ai été contacté par un athlète que j'avais interviewé qui devait faire toutes les diagonales de France. Donc, en gros, partir de Paris, de partir au bord de la mer en Bretagne, de descendre sur la Côte d'Azur, de longer la Méditerranée, de revenir au Pays Basque, de remonter dans le nord, à côté de la Belgique, et de retourner chez lui dans les Vosges. Donc, ce qui faisait un périple de 5000 kilomètres sur 3 semaines. Il avait besoin de quelqu'un pour le filmer. Donc j'ai dit oui, je suis parti, ce qui nous a donné l'occasion de beaucoup discuter. Lui avait un groupe à l'époque de 70 athlètes, parce que c'était un ancien trailer qui avait fait notamment un top 10 à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc vraiment le plus gros trail, tu vois, vraiment le plus gros truc. Et ça m'a permis de formaliser mon offre. Je suis rentré fin mai, début juin. J'ai commencé à bosser là-dessus. J'ai lancé mon truc fin août pour le coaching, la vidéo de manière parcellaire en juin avec un petit peu pour commencer du test matos. Coup de bol, j'avais un 300 km en juin, donc qui a très bien marché d'ailleurs, parce qu'en plus c'était la vidéo la plus nulle que j'ai faite, parce que c'était juste un bout à bout, tu vois. Je me suis filmé tous les 50 km en disant un petit mot, en disant bah là. Pas le début, mais en tout cas au kilomètre 50, c'est comme ça, kilomètre 100, c'est comme ça, puis etc. jusqu'à 250, 300 et 302. Et puis ça a tout de suite bien fonctionné et tout, donc je me suis dit tiens, ça c'est intéressant. Et puis fin août, j'ai lancé le coaching. Il y avait d'autres événements auxquels j'ai participé, et puis voilà. Du coup, tout de suite, j'ai eu un athlète, 2, 3. Wow. En octobre, j'en avais 5. J'étais content. Je m'étais donné un objectif de 10 pour la fin d'année. J'y étais en novembre. Donc, je m'étais donné un objectif de 15 pour Noël et j'y étais en décembre. Et puis aujourd'hui, je suis à 22. Wow. En 6 mois. Quand même. Quand Voilà. même. C'est incroyable. Le changement et tout, surtout que dans mes souvenirs, c'est pas disons, c'est ça au départ, c'est que tu l'avais lancé plus au niveau aussi du blog. Tu parlais de géolocalisation, mais c'était également un blog. Là, on est rendu à un tout autre niveau, là. Alors, c'est pas un tout autre niveau, c'est un tout autre domaine. Parce que le côté blogging et narration, récit d'aventure, etc., c'était une chose. Mais je dépendais beaucoup donc des visiteurs, et je partais du principe que les gens avaient quelque chose à raconter. Ce qui est vrai, mais pas de cette manière-là. Et en fait, autre erreur typique, c'est que je n'avais pas sondé suffisamment le marché. Je pensais que ça pouvait fonctionner, tu vois, en voyant Medium, en voyant certaines fonctionnalités de Facebook,
certains trucs, je me suis dit que ça pouvait fonctionner, mais en fait non. Donc, donc c'était une énorme erreur. Voilà, je me suis trompé en beauté. Mais tu sembles avoir appris, puis c'est ça, là, tu as replacé un peu tout ça, puis en même temps, donc là, justement, là, t'es rendu tout seul avec Spotzel, mais tu continues quand même, c'est ça, d'avoir des défis sportifs. Puis j'ai lu justement la mission Gravelman. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ça? Ah, alors, la mission Gravelman, c'est parce qu'en fait, parmi tous les athlètes que j'ai interviewés, il y a un aventurier, Steven Le Yarrick, qui fait différentes aventures autour du monde, le tour de l'Himalaya en VTT, il a le record de l'ascension du Kilimandjaro, la traversée Wow. du désert de la Namibie, ce genre de truc. Et il organise également une série d'épreuves qui s'appelle Gravelman, qui sont des épreuves d'un jour de 350 km gravel ou route. OK. Et bah, pour finir l'année, il y avait Verdun-Paris, donc Verdun, tu sais, Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun Mm. et tout, Mhm. les tranchées, un territoire sordide, c'est moche, c'est gris, c'est froid et tout, et rejoindre Paris comme ça. Donc ça faisait 350 km le 11 novembre, justement, pour la célébration de l'armistice. Mhm. Et c'était intéressant. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais non seulement faire le truc, et puis en plus, je vais créer une série YouTube utile où je vais reprendre ce que j'utilise comme matériel, comment je me prépare, parce qu'on voit que c'est une discipline naissante, qu'il y a beaucoup de questions, que beaucoup ne savent pas faire. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. Ça a été un bon coup de pub pour Steven. Bon, il en avait pas besoin parce qu'il est largement plus célèbre que moi. Mais ça a été aussi très bien pour moi. Ça m'a aussi permis de poser plein de trucs. Et ouais, ça a fait 8 épisodes en vidéo. Et c'était hyper drôle en fait parce que c'était très naturel. Donc, euh, donc voilà. Et alors j'ai un scoop. Mais ça, si ceux qui écoutent le podcast le savent, parce que l'été dernier, j'ai été interviewé par un Alsacien. Et en fait, il m'a révélé que Spotzel, en alsacien, donc tu sais, la région de France qui fait la Oui, oui, frontière oui. avec l'Allemagne, Oui. à une époque, c'était allemand, et puis on sait pas trop, mais ils ont toujours un accent bizarre et puis des noms impossibles à prononcer. Et surtout, ils ont un patois hyper bizarre. Et en fait, Spotzel, en alsacien, ça se prononce Spotzel, ça avec un accent germanique, et ça veut dire tiens-toi bien, ça veut dire petite bite. Alors ça m'a ravi. J'ai trouvé ça génial. Wow! Je sais pas si on peut parler comme ça au Québec, mais en tout cas, voilà, sachez-le, ça veut dire ça. Donc très bien. Et également en septembre, c'est ce qui m'occupe énormément en ce moment, c'est que le rédacteur en chef d'un magazine de VTT en France Oui. avait de longue date envie de faire un magazine gravel, donc vraiment imprimé, Mhm. tu sais, en kiosque, maison de presse, etc. Et donc, il m'a proposé de prendre le truc. Et là, je suis en pleine création d'un magazine Wow. en plus de tout ça. Donc, j'ai toujours les cours à l'école de journalisme en vidéo, montage vidéo, etc. et podcast. J'ai mes 22 athlètes, le podcast, la vidéo et puis un magazine à monter. Quelques petites heures ici et là, hein? Ça fait un horaire Et quand même chargé. j'ai 2 enfants en plus. Ah oui, Petits, c'est vrai. 2 et Oui, oui, 4. oui. Comment tu fais pour mais réussir à mettre tout ça dans un horaire? Parce que on le sait que c'est un défi pour beaucoup de gens. Donc, comment tu réussis à bien à Ah bien planifier bah, le tout? t'as dit exactement ce qu'il fallait dire. Il faut planifier, ouais. Donc je donne des priorités. Tu vois, en ce moment, la vidéo, c'est vraiment pas la priorité. Normalement, je faisais une vidéo par semaine et là, ça fait 3 semaines que j'ai rien fait parce que j'ai pas la tête là-dedans. Le magazine, c'est très dur pour moi. Il y a des longues interviews, des longs trucs comme ça et ça me pose aucun problème parce que c'est du podcast écrit finalement. C'est ce qu'on fait, mais sauf que ça va être écrit. Par contre, tout ce qui est article vraiment écrit avec collecte d'infos ou récupérer des trucs ou écrire, ça c'est beaucoup plus difficile pour moi, donc ça me demande une énergie et des efforts. Donc là, j'y travaille. Et puis bah, sur l'organisation, les enfants se lèvent vers 7h, 7h15 et on les emmène à l'école ou chez la nounou à 8h30. Donc soit je me lève avant. Ce que je fais en ce moment, c'est que je roule 1 heure avant le lever des enfants. Donc ce matin, j'ai roulé 1 heure avant le petit déjeuner en intérieur sur Home Trainer.
Je suis remonté à 7h moins 5. Les enfants m'ont entendu, donc se sont levés. 8h30, nounou. 9h, travail. Et puis là, je pars à 17h10 récupérer Harry chez la nounou. Et voilà. Et après, vers 21h, quand ils sont couchés, 20h30, 21h, appel parfois avec des athlètes ou travail ou interview. Par exemple, ce soir, j'ai peut-être une interview avec l'organisateur d'une épreuve en Oklahoma. OK. Donc, soit il me répond aujourd'hui et on se parle, soit on se parle plus tard. Mais en tout cas, à 21h, je dois appeler un athlète pour le coaching. Donc voilà. Donc, c'est ça l'importance de bien structurer, de bien planifier, parce que ça fait quand même, c'est ça, des grosses journées pour être en mesure de répondre aux besoins de tous et chacun. Donc, c'est Ouais. vraiment intéressant. Tu en as glissé un mot à quelques reprises. On en avait parlé également lors du premier épisode. Là, tu fais maintenant un peu plus de la vidéo, mais ton médium depuis quand même quelques années, c'est le podcast. Donc, oui, on sait qu'avec Spotzol, il y avait également eu un blog au départ, mais qu'est-ce qui t'a intéressé en fait par le podcast? Puis qu'est-ce qui fait justement que tu aimes autant ce médium au point d'avoir déjà, je pense, plus de 130 épisodes déjà? Donc, qu'est-ce que 142. J'en ai moins que toi parce que 142, wow. moi, j'ai fait des pauses par contre. Mais quand même, Des 142 épisodes, pauses c'est ça, imposées, mais c'est... 142, ouais. Oui, Et beaucoup plus long que les tiens, par contre. oui, Je oui, suis oui, c'est mon, ça, je c'est suis souvent monté, des longues entrevues, ouais, puis... minimum 1 heure, moyenne 1h30, et je suis même monté à 2 heures, 3 heures sur certains épisodes assez dingues. Mais ouais, beaucoup plus long. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient plus intéressants. Mais le podcast, j'en écoute depuis 2006 Wow. et j'ai toujours trouvé ça cool. À partir de 2016, je m'y suis remis un petit peu. J'ai commencé à réécouter des trucs et je me suis dit que c'était vraiment le bon moyen, tu vois, pour partager, pour discuter, pour échanger en toute décontraction Mhm. et, euh, et apporter un contenu utile. Parce que la vidéo, c'est super, mais c'est pas tout à fait le même tempo et c'est pas tout à fait la même authenticité. Ça peut Mhm. l'être, mais on est obligé, en vidéo, on est obligé de personnifier notre truc. Alors qu'en podcast, eh ben maintenant, je parle de moins en moins. Ce qui ne se ressent pas là parce que je parle beaucoup. Mais quand j'interviewe quelqu'un, j'essaye de parler de moins en moins, de parler le moins possible et même de faire les intros les plus courtes possibles, tu vois. Genre 45 secondes ou 1 minute d'intro, c'est tout. Et comparé aux podcasts US où ils font 5 minutes de pub Ah oui, et oui, 5 minutes sur rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, machin, c'est vachement oui. intéressant, Oui. c'est hyper important et mettez une note sur iTunes et tout. Ah, non, je fais plus. J'explique qui va être le gars globalement ou la fille et de quoi on va parler, puis tout de suite je me débat, j'envoie vers l'épisode et c'est parti. Et Ouais. c'est beaucoup plus rigolo, ça fonctionne bien comme ça. Et, euh, et tu vois, malgré les difficultés en ce moment, malgré l'emploi du temps serré, je maintiens ça parce que malgré tout, c'est ça qui m'a rendu entre guillemets célèbre. Et c'est pas la vidéo. Donc la vidéo, ça viendra peut-être après parce qu'avec le magazine, on va faire le lien entre le Ah magazine et oui. la chaîne YouTube, justement pour amener certains contenus du magazine vers la vidéo pour faire une Mhm. continuité. Euh, Moi, je vais reprendre également les courses au mois de mars, avril, mai, un truc comme ça. Et puis, je vais avoir des grosses courses en Islande en juillet et en septembre Wow. en Espagne. Donc, ça va être vraiment drôle. Mais Ben oui. le truc qui fait vraiment le sel de Spotzol, c'est ouais, c'est vraiment le podcast. C'est le plus intéressant. C'est ce qui m'éclate le plus. Et c'est là aussi où je peux me mettre en retrait. Et à l'inverse, la vidéo me permet d'exprimer un petit peu plus une part excentrique de ma personnalité où là je peux vraiment faire pratiquement n'importe quoi, tu vois. Alors que le podcast, je me mets le plus possible en retrait, vraiment. Mhm. Parce que pour ceux qui l'ont pas encore écouté, d'ailleurs, c'est pas disons le podcast qui va être disponible dans les notes d'épisode pour ceux qui n'ont pas encore jeté un coup d'oreille, mais c'est ça, c'est un peu comme moi, donc tu reçois des invités, donc Mm. c'est pour ça que, un peu comme moi, c'est ça, toi aussi t'aimes ça, les mettre de l'avant, puis c'est ça, essayer de parler le moins possible, même si des fois, bon, on va faire quelques interventions, mais tu disais, c'est ça, qu'il y a quand même beaucoup d'avantages au podcast, mais que tu aimais quand même ce côté-là de la vidéo, Mm. avec la chaîne YouTube que tu as repartie, que tu vas vouloir justement pousser davantage dans les prochains mois. Est-ce que tu vois justement une belle
belle synergie, en fait, avec les deux. Puis par la suite, tu te sers de ces contenus-là pour partager sur les réseaux sociaux. Parce que pour ceux qui vous suivent ou qui vous suivent peut-être pas encore, vous êtes quand même aussi très efficace sur les plateformes sociales. Donc, est-ce que c'est comme la stratégie qui est passée en combinant un peu ces différents éléments-là? Oh, j'aime qu'on me dise ça. Oh, dis donc, ça a l'air vachement réfléchi, ton truc. On sent que t'as gambergé longtemps avant de sortir un truc. Ben non, en fait, non. Non, en fait, j'ai un tout petit peu gambergé. C'est que, tu vois, comme je suis dans un podcast de niche, je me suis dit que pour sortir de cette impasse, il fallait que j'aille sur YouTube. Pour une raison toute bête, c'est que le podcast, même si on en parle énormément et qu'il a le vent en poupe très fortement depuis Oui. 3 ans, Mhm. il faut pas oublier que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche mondial derrière Google, évidemment, et que beaucoup de gens sont encore très attachés à YouTube. Et moi-même, Eh quand oui. je cherche un truc, tu vois, une manip technique ou un truc, la chaudière tombe en panne, le frigo tombe en rade Eh ou oui. n'importe quoi, je cherche sur YouTube. Parce qu'il Mhm. y a de fortes chances qu'il y a quelqu'un dans le monde qui va avoir eu la même panne que moi sur la chaudière. C'est Donc, je sûr. cherche. C'est Eh oui. quasiment sûr, Eh tu oui. vois. Donc, je me suis dit, les gens que j'arrive pas à toucher en audio, peut-être que je vais les réussir à toucher, réussir à les toucher en vidéo et à les ramener vers l'audio en leur expliquant le format et le format. Parce que beaucoup me disent, c'est bien les interviews d'1 heure et demie, mais c'est chiant à regarder, hein. Et je leur dis, bah écoute, pas de problème. Tu vas rouler, tu vas faire ton footing ou alors sur un déplacement en voiture ou alors pour t'endormir le soir ou en faisant la vaisselle. Tu mets ça dans tes écouteurs ou sur ta petite enceinte et voilà, et tu verras, ça passe beaucoup mieux. Du coup, Oui. ça. Et de manière très surprenante, il y a des épisodes, notamment un qui a fonctionné du feu de Dieu en vidéo. Et il a bien fonctionné en audio, mais pas plus que ceux qui ont vraiment bien fonctionné. Par contre, en vidéo, il a déchiré. Donc ça, c'était vraiment cool. Mhm. Et ouais, je vois que ça s'équilibre un petit peu. Donc les deux, tu vois vraiment par exemple, ce qu'on fait là, de basculer aussi Oui. l'épisode en visio sur YouTube, ça a quand même des bénéfices. Et puis après, bah, évidemment, il y a tous les contenus vidéo où je montre du matériel, où je Ah roule, oui. où il y a même la série J'ai rien à dire, alors je fais une vidéo quand même, où j'ai effectivement rien à dire, mais je déblatère pendant 25 minutes. Et voilà. Non, mais c'est le fun. Donc, ça te permet de rejoindre une nouvelle audience parce que, comme tu le disais, même si le podcasting gagne en popularité au niveau Ouais, francophone, il y en a encore pour qui que c'est pas encore une habitude. Fait donc, leur premier réflexe, c'est ça, c'est d'aller vers YouTube. Puis là, une fois qu'ils exactement. sont sur YouTube, là, tu leur parles du podcast pour qu'ils commencent à t'écouter de cette façon-là. Ah, Je c'est leur, super je intéressant. leur en parle pas forcément, mais en tout cas, j'essaye d'aller là où sont les gens et de Mhm. mettre l'info à disposition. Et puis, il y a dans les descriptions d'un épisode visio, il y a les liens vers le podcast, il y a tout. Sur le podcast, il y a le lien vers la vidéo. Et comme ça, bah, ceux qui sont habitués au podcast peuvent aller voir nos tronches sur YouTube et Ah oui. inversement. Comme Ah, ça, c'est super. Mm. J'aime beaucoup cette méthode-là de faire. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour cette année? Parce que là, on voit que tu as quand même un horaire assez chargé, déjà d'autres projets, mais ce serait quoi tes objectifs justement pour 2022, tant avec Spotzol qu'en termes de création de contenu? les objectifs, je veux pas te dire qu'ils sont déjà remplis. Maintenant, c'est plus en termes de coaching où là, on va revenir doucement sur la période des courses. Donc, j'aimerais bien que mes athlètes performent au niveau où ils souhaitent performer, en tout cas. Mhm. Donc, il ne s'agit pas de classement, mais plutôt d'épanouissement personnel. J'en ai qui jouent le classement, hein, Ouais, ouais. euh, j'en ai, mais c'est beaucoup d'épanouissement personnel ou de dépassement de soi. Donc déjà, si j'arrive à les accompagner dans cette quête, je pourrais dire que j'ai réussi mon année. Euh, bon, ce qui a déjà bien débuté. J'en ai un qui a fait un 350 ce week-end dans la boue autour de Paris. Il m'a écrit tout à l'heure pour me dire qu'il avait vomi 2 fois. Donc je considère ça comme un succès. Et, moi aussi, en tant qu'athlète, bah, j'espère que ça va bien se passer cette année. Sur Mhm. le nombre d'athlètes coachés, ça va quand même devenir de plus en plus difficile d'aller plus haut parce que ça demande énormément de temps et je Ah oui. tiens à garder vraiment le même temps et la même qualité, la même attention à tout le monde et le même souci du détail.
et la même oreille attentive parce qu'on s'appelle régulièrement pour parler des fois de tout et de rien. Tu vois, on va parler du programme, on va parler de vélo, mais il y a des fois, on va parler aussi de tout et de rien. Et Oui. ça, c'est très agréable parce qu'on est dans un domaine de niche avec des gens extrêmement passionnés, mais on n'a pas toujours ces gens-là autour de nous. Nos compagnons, les enfants, les amis, on passe un peu pour des extraterrestres, tu vois. Et Ouais. ça fait du bien des fois pour eux d'avoir quelqu'un qui les comprend et en plus, bah, c'est bête, mais qu'ils entendent aussi toutes les semaines dans le podcast et ils ont l'impression de me connaître et ce qui est souvent le cas d'ailleurs parce qu'ils en savent beaucoup. Et c'est vraiment cool, on échange sur plein de trucs et sans problème. Donc c'est une relation avec eux très très agréable qui va bien au-delà du juste tu as un programme, tu roules et puis voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Mais la question va quand même se poser de comment faire grossir ça parce qu'on a toujours envie de faire grossir, mais sans Ben que ce oui. soit au détriment de la qualité. Un Donc beau là défi pour le pour eux. moment, je sais pas. Voilà. Et puis réussir le magazine, tu vois, pas me ridiculiser trop parce que le numérique, c'est cool. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait un épisode et j'ai fait une énorme faute de français dans l'introduction. Bon, je l'ai pas corrigé, j'aurais pu, hein. Tu sais, je retélécharge l'épisode, je corrige, je modifie le mot et tout, voilà. Mais je l'ai pas fait. Et par contre, et puis sur YouTube, pareil, hein, s'il y a un problème, je peux toujours modifier, ça m'est arrivé, il y a l'éditeur interne, pas de Ben oui. problème. Mais quand c'est imprimé sur papier, il y a quand même une valeur un petit peu symbolique, tu vois, ça fait presque religieux, ou quand c'est écrit, eh ben, c'est que c'est vrai. Et en tout cas, du coup, ça me stresse un petit peu plus quand même. Donc, euh, donc ouais, au moins réussir le premier numéro, réussir le deuxième, et puis etc. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Ouais. C'est quand même des très beaux défis, vraiment des beaux projets. Puis assurément qu'il va falloir une prise 3 dans le futur aussi pour voir tout ce qui s'est passé avec ça. La chaîne YouTube également, le podcast, il en est rendu où, justement, les magazines. Donc c'est super intéressant. Comme pour lors de la prise 1, j'aime terminer l'entretien par des questions en rafale. Bien évidemment, ça ne sera pas les mêmes que lors de la première fois. Dont je Et ne me ma souviens première... pas, donc c'est pas un Ah problème oui. Ça aurait pas été grave, mais j'ai quand même voulu de modifier un renouveler. peu le tout. Ouais, Mais oui. Euh, qui est ton idole, ton modèle, que ce soit au niveau business ou sportif? Lance Armstrong. Pour Et là, quelle voilà, raison? là, tu viens de perdre 80% de ton auditoire. Nickel. Je sais qu'il est détesté. Il est détesté parce qu'il s'est dopé. Le gros méchant. Mais ça n'a aucune importance. Parce que même sans ça, c'était le meilleur, à tout point de vue. Et s'il n'avait pas été athlète, il aurait été un businessman redoutable. Un connard fini, certes, mais redoutable. Ça aurait été, quand tu te penches sur sa personnalité, sur ce qu'il a accompli, la manière avec laquelle il l'a accompli, tu te rends compte que c'est le même niveau de détermination et d'acharnement qu'un Steve Jobs, qu'un Elon Musk, que ce genre de, tu vois, c'est vraiment ce Mhm. genre de Ouais. personnalité. Humainement, on peut être à peu près sûr que ce sont des connards. Steve Jobs était un gros connard. Lance Armstrong en était un aussi. Mais n'empêche qu'ils ont accompli quelque chose. On téléphone avec un iPhone, enfin en tout cas moi. Là, je te parle avec un MacBook Pro. Toi, je sais pas. Moi aussi. Bon, je roule pas en Tesla par contre, donc il va falloir que j'ai un petit peu plus d'athlètes ou que j'augmente mes tarifs, mais je roule pas encore en Tesla. Mais il a accompli quelque chose qui va bien au-delà du simple fait de il s'est dopé, parce que on met ça sur le compte du dopage, c'est pas bien. Le sport c'est censé être clean et tout, mais on n'en veut pas on n'en veut pas à nos artistes favoris de prendre de l'héros, de se bourrer la gueule avant un concert, d'arriver complètement défoncé sur scène. On n'est pas sûr que ça les fasse jouer mieux. Généralement, ça les fait jouer beaucoup moins bien. Euh, et par contre, on attend des sportifs qu'ils soient irréprochables. Hmm. Mais ça change pas grand-chose aux qualités qu'il faut pour arriver à ce niveau-là. Et s'il suffisait de se bourrer la gueule, de boire ou prendre de l'héroïne pour être un bon artiste, ça se saurait. Les trottoirs et les morgues sont pleines d'artistes très talentueux qui sont morts avant d'avoir pu exprimer leur talent. Et il y a plein d'athlètes du dimanche qui prennent des trucs sans avoir le niveau pour gagner la Stanley Cup ou le Tour de France.
Mhm. Et la performance à ce niveau-là requiert, à mon avis, bien plus de qualité que le simple fait de prendre des produits interdits. Ça n'excuse pas, mais ça n'explique pas leur niveau de performance et le niveau de détermination qu'il faut pour arriver là. Ah, je trouve ça intéressant. Assurément à rediscuter Ouais. lors de la prise 3. Euh, quel, quel est en Ah, fait mais le meilleur... j'aurais le même avis hein, Je suis Ah ben fan oui. depuis 20 ans, donc et je l'ai vu quand j'étais petit et quand il était encore chez Motorola, qu'il était tout bouffi avant son cancer. Et j'ai toujours été super fan. J'ai trouvé qu'il y avait un truc chez lui, un modèle de détermination, de rigueur, de professionnalisme. Et quand on parle avec des ex-pros, ceux qui le critiquent, ce sont toujours ceux qui connaissent pas très très bien le vélo. Mais ceux qui connaissent, qui ont couru avec lui, qui ont vu ce qu'il a apporté dans le peloton, te diront toujours que oui, je suis désolé, je le redis, c'était un gros connard. Il a volé plein de trucs, notamment des victoires, mais en fait, même pas parce que ceux qu'il a battus étaient aussi chargés comme des mules. Ils avaient juste pas le Ouais. même médecin, mais eux se sont fait contrôler positif, mais pas lui. Hmm. Et ils disent tous il a apporté énormément de choses et énormément de bienfaits, exactement comme l'équipe Sky ou maintenant Ineos ou Jumbo Visma. Ça a énormément apporté au cyclisme traditionnel européen. Et justement, cet apport anglo-saxon, ce rapport à la science, aux données et vraiment à une sorte de perfectionnisme, apporte beaucoup et renouvelle énormément le cyclisme traditionnel à l'européenne. Ah, c'est super intéressant. J'en apprends. Le vélo, c'est pas mon sport de prédilection, mais je trouve ça c'est toujours super intéressant. Puis c'est vrai que c'est impressionnant de voir ce que ces athlètes-là peuvent faire, que ce soit au Tour d'Italie, le Tour de France, même ici au Québec, on a le Mm. Tour de la Beauce, Tour de la BTB, donc c'est quand même assez impressionnant toutes Et les compétitions qui se déroulent là. comme je te disais, donc l'ultra défi du Québec organisé par mon pote Sylvain Grenier qui habite à Québec. Ouais. C'est vraiment l'épreuve ultra la plus difficile du Québec, avec 1000 kilomètres Wow. à travers le Québec, donc. Et il prépare une Trans-Canada vraiment Vancouver, l'extrême pointe, pas Montréal, mais vraiment Wow. l'extrême pointe du continent pour Mhm. d'ici 3 ans. Donc c'est hyper intéressant. Ça va être à suivre. Ça aussi, Ouais. c'est super Mais intéressant. Sylvain, tu peux l'interviewer parce il est exceptionnel. Il est adorable. Il est adorable, Sylvain. Je garde ça en note. Ouais. Quel a été le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies reçu? Bah, visiblement aucun parce que j'ai loupé à peu près partout. Donc, ou alors les conseils que j'ai retenus, que j'ai eus, je les ai pas écoutés. Donc oui, peut-être que le conseil, le bon conseil, c'est d'écouter les conseils. Euh, J'aime ça. Parce que du coup, moi, j'ai rien retenu et ne pas rester figé sur sa vision, ouais, j'ai une vision et tout. Moi, je vais créer un nouvel usage. Je vais être le Uber du truc ou alors le nouveau Mhm. Netflix de machin. Et puis, je vais être la nouvelle Oprah ou n'importe quoi. À un moment donné, il faut quand même se confronter à la réalité et tester un petit peu son marché. Et ce que je n'ai pas fait, et je me rends compte que je me suis acharné et faire ce pourquoi on est bon. Et moi, je voulais faire un truc pour lequel j'étais vraiment pas bon. Et du moment où je me suis mis à quelque chose pour lequel je suis bon, et ça a fonctionné direct. Quel est ton réseau social préféré? Aucun. Ok. Je les déteste tous. Je les déteste tous parce que, indépendamment de l'intérêt pour le business, c'est c'est une machine à fabriquer, ce sont des machines à fabriquer des dépressifs, à fabriquer des ados mal dans leur peau, à fabriquer des adultes frustrés. Et c'est un coût énergétique faramineux, tout ça pour se mettre en slip sur Instagram ou raconter sa vie sur Facebook ou se palucher sur LinkedIn. Je pense pas que ce soit très très bon et du coup j'en ai aucun favori. Je les utilise pour le travail, mais par contre je raconte pas ma vie. Ou en tout cas ce que je raconte c'est vraiment lié au travail et avec Spotzel, livrer mais raconter ma vie comme peuvent le faire d'autres ou déblatérer sur ses opinions religieuses, politiques ou sur le Covid ou sur pour ou contre la vaccination ou
Enfin, tu vois, ce genre de truc, c'est Mhm. ça apporte beaucoup plus de mal que de bien. Et je suppose que tes auditeurs ont vu le documentaire sur Netflix, nous qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. J'ai pas le nom en anglais ou la version québécoise, mais qui décrypte justement le fonctionnement addictif des réseaux sociaux. Mhm. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Ah, mais je trouve ça quand même intéressant comme, comme mot de la fin. Mais merci encore une fois, Richard. C'était Merci à toi, super Amélie. intéressant. J'ai déjà hâte à la prise 3 dans le futur. Puis la Ouais, meilleure des chances pour tes différents projets, quand tu dont veux, ton podcast. quand tu veux, Amélie. Super. Le jour où Génial. tu Mais merci. le jour où tu as envie d'avoir un invité extrêmement vulgaire, tu n'hésites pas, tu me rappelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Richard Delorme pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 155e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter des suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix de tout désigner. Profitez d'ailleurs de 10% de rabais au amiedelebel.com/Athlete Nation, ATHLETENATION, avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 156 avec un entrepreneur et ancien hockeyeur au parcours inspirant, Dominique Sicotte, fondateur de l'Académie A.B. Foster et de YouTubers Inc. Ne manquez pas ça!